Léo, c'est pas le genre à trembler. 10 ans dans le métier, à ouvrir des serrures, à vider des coffres, à s'évanouir comme une ombre. Un pro, quoi. Ce midi, il est prêt. La villa de Paul Dembélé, un businessman qui pèse lourd, c'est son gros coup. Pendant des semaines, il a observé ce couple comme un faucon. Paul, toujours en costard, enchaîne les réunions dans son bureau en ville. Aïssatou, sa femme, bosse dans une boutique huppée en centre-ville. Leur emploi du temps, Léo le connaît par cœur. À midi, la maison est vide. Une fenêtre ouverte sur une montagne de fric. Il saute la clôture, agile, ses baskets frôlant à peine le sol. La serrure de la porte arrière, moins sécurisée, cède en quelques secondes sous ses doigts experts. Il entre, le cœur calme, les sens en alerte. À l'intérieur, c'est un autre monde. Parquet qui brille, meubles en acajou, bijoux qui traînent sur une coiffeuse comme si personne ne s'attendait à un mec comme lui. Léo grimpe à l'étage, direction la chambre. Il commence à remplir son sac, bracelet en or, collier qui scintille. Chaque pièce est un billet pour une vie meilleure. Et puis, un klaxon, un moteur. Une voiture qui s'arrête dans la cour. Léo se fige, le souffle coupé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont pas censés être là, pas à midi. Son pouls s'accélère, mais il reste pro. Il attrape son sac, file à pas de loup vers la cuisine, repère une petite pièce de débarras sombre, un réduit poussiéreux avec des boîtes et de vieux ustensiles. Il s'y glisse, referme la porte, laissant juste une mince ouverture pour voir. Son cœur cogne, mais il se force à respirer lentement. La porte d'entrée s'ouvre. Des talons claquent. C'est Aïssatou, seule. Elle bouge vite, nerveuse, sans allumer. Léo, à travers la fente, la voit traverser la cuisine. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle devrait être au boulot, à servir des clientes dans sa boutique. Là, c'est pas normal. Aïssatou s'arrête devant le comptoir, jette un coup d'œil autour d'elle, comme si elle craignait d'être suivie. Elle sort une fiole de sa poche, un truc minuscule qui capte la lumière. Elle attrape une bouteille de vin rouge, celle que Paul boit tous les soirs. Elle dévisse le bouchon, verse des gouttes de la fiole dedans. Pas un mot, mais ses mains tremblent légèrement, puis elle reste figée un instant, les yeux rivés sur une photo de son mari accrochée au mur. Soudain, elle la pointe du doigt en mimant une fusillade, comme si elle tirait sur lui. Ce geste troublant alerte encore un peu plus Léo sur ses intentions après ce qu'elle vient de faire. Elle referme la bouteille, l'essuie avec un chiffon et repart aussi vite qu'elle est venue. La porte claque, silence total. Léo sort du réduit, les jambes lourdes. Il fixe la bouteille comme si elle allait lui parler. Son plan, son casse parfait, tout ça s'écroule. Il a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Aïssatou veut tuer Paul, empoisonner son mari, comme ça, en douce. Léo, le mec qui vole sans poser de questions, sent une sueur froide couler dans son dos. Il pourrait vider le vin, partir avec son butin, oublier tout ça. Pourquoi il s'en mêle, lui? Depuis quand il joue les héros? Pourtant, cette bouteille sur le comptoir, c'est pas juste du vin. C'est une ligne qu'il n'a jamais franchie. Et maintenant, il doit choisir. Fuir ou faire quelque chose. Il sait pas encore quoi, mais une chose est sûre. Il peut pas cambrioler un mec qui est sur le point de crever. Léo s'adosse au mur de la cuisine, les yeux rivés sur la bouteille de vin empoisonnée. Son pouls cogne dans ses tempes, mais sa tête carbure à 100 à l'heure. Cette femme veut tuer son mari. Du poison, versé en douce dans le vin que l'homme boit tous les soirs. Léo, le voleur pro, le mec qui glisse entre les ombres sans poser de questions, pourrait juste prendre son butin et filer. Mais laisser un homme crever, c'est une ligne qu'il n'a jamais franchie. Voler, d'accord. Tuer, hors de question. S'il parle, qui va le croire? Un criminel comme lui, contre une femme comme elle, toute propre sur elle, qui parade dans les cercles huppés. Sa parole vaut rien. On l'enfermerait avant même qu'il ait fini sa phrase. Et si on découvre que la maison a été cambriolée juste avant que l'homme soit empoisonné, qui dit qu'on n'accusera pas le voleur d'être l'auteur des 2 crimes, pendant que la véritable coupable s'en tire avec un alibi en béton? Non, il peut pas se permettre d'être mêlé à ça. Il se redresse, inspire un grand coup. Faut disparaître, proprement. Il remonte à la chambre, remet chaque bijou à sa place sur la coiffeuse, les bracelets, montres en or, les colliers scintillants, alignés comme s'il n'avait jamais posé un doigt dessus. Ses gants glissent sur les poignets, le bord des meubles, effaçant toute trace. La porte arrière, crochetée avec ses épingles, n'a pas une éraflure. Il la reverrouille, précis comme un horloger. La villa redevient une coquille vide, intacte, comme si Léo n'avait jamais existé. Il saute la clôture, s'évanouit dans l'ombre. Vers 17h, le ciel est peint d'orange, l'air encore chargé de la chaleur du jour. 2 voitures s'arrêtent devant la parcelle. L'homme au costard un peu froissé descend de la première, les traits tirés par une longue journée.
La femme à la robe éclatante sort de la seconde, son regard glissant ailleurs, comme si elle évitait celui de son compagnon. Léo est là, assis sur un muret près du portail, l'air d'un gars au bout du rouleau. Il se lève, s'avance, la voix douce mais calculée. « Bonsoir, monsieur, madame, je cherche du travail, n'importe quoi. Jardinier, gardien, même nettoyer. » Il baisse les yeux, joue le désespoir à fond. « J'ai frappé tout à l'heure, personne n'était là, alors j'ai attendu. J'ai cherché partout en ville, mais vous savez ce que c'est. Trouver un boulot ici, c'est la galère. Je veux pas voler, je veux pas finir mal. Donnez-moi une chance, même balayer vos toilettes, je prends. » L'homme plisse les yeux, méfiant. Un inconnu qui surgit comme ça sent pas bon. La femme, elle, coupe net. « On n'a pas besoin de monde. Notre gardien est juste malade, il va revenir. Désolé, mais partez. » Mais Léo insiste, la voix tremblante, juste ce qu'il faut. « Vous savez ce que c'est, ici. On te traite de fainéant, de voyou, si t'essaies pas. Moi j'essaie. J'ai pris mon courage à 2 mains pour venir. Je veux travailler, pas voler. S'il vous plaît, une chance. » L'homme hésite, touché par le discours. « Attends, dit-il à sa compagne. Il a pas tort. Le gardien, on sait pas quand il revient. Laissez la maison sans surveillance, je le sens pas. Monsieur, revenez demain. On verra pour un petit boulot. » Léo s'incline, presque à genoux, les mains jointes. « Merci, monsieur, merci 1000 fois. » La femme grogne, son regard brûlant de suspicion. Léo, lui, se précipite pour ouvrir le portail, laissant les voitures entrer. Un petit geste pour se rendre utile, pour se faire bien voir. Le couple disparaît dans la villa, le portail claque. Mais Léo reste dehors, le cœur en vrac. Son objectif était de pouvoir entrer dans cette villa et commencer son service le jour même, afin de trouver un moyen d'empêcher cet empoisonnement. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Tout est allé trop vite. Demain, c'est trop tard. Le vin est là, prêt à tuer un homme aussi compatissant. Son plan était pourtant bien élaboré. Mais là, le temps presse, il ne peut pas attendre. Il inspire, s'avance, toque à la porte. Une voix agacée, celle de l'homme. « C'est qui ?» Léo bredouille. « C'est moi, monsieur Léo. J'ai oublié. À quelle heure demain ?» L'homme ouvre perplexe. « Entre vite !» Léo franchit le seuil, son regard balaye le salon. La bouteille de vin trône sur la table, un verre à côté. La femme, déjà assise, tient la bouteille, prête à verser. Léo improvise, la voix maladroite. « Eux aussi, je voulais savoir, c'est quoi le boulot exactement? Jardinier, gardien? Je veux être prêt, vous comprenez. » Il s'approche, un pas, puis 2, ses yeux rivés sur le vin. L'homme fronce les sourcils. « On t'a dit demain, non ?» La femme, elle, se crispe. « Pourquoi tu t'approches comme ça ?» Léo sent la tension grimper, mais il continue, balbutiant. « C'est juste, je veux pas décevoir, je veux savoir si. » Et là, à 2 mètres de la table, il fait mine de trébucher. Un faux pas, calculé, mais crédible. Il bascule en avant, sa main heurte la bouteille. Elle vole, s'écrase sur le carrelage dans un fracas de verre et de vin rouge. La femme bondit furieuse. « Mais c'est quoi ton problème? T'es instable ou quoi? Tu poses des questions débiles et maintenant tu casses tout. » Sa voix tremble, mais pas juste de colère. Léo voit dans ses yeux qu'elle sait. Son plan vient de partir en éclats et elle se demande si cet accident était vraiment un hasard. Léo, à terre, joue l'idiot à fond, les mains levées. « Pardon, j'ai glissé, je voulais pas !» Il s'agenouille, l'air penaud, mais son cœur bat à tout rompre. L'homme, plus calme, le relève. « C'est rien, juste du vin. On en a d'autres. Mais fais gaffe, hein !» Il jette un regard à sa compagne, qui fulmine en silence, les poings serrés. « Écoute, dit-il, compatissant. T'as l'air d'avoir besoin d'aide. Tu vis où ?» Léo baisse les yeux. « Dans le quartier nord, c'est loin. Je vais rentrer à pied. » L'homme secoue la tête. « Trop loin. Tiens. » Il sort un billet de sa poche. « Prends ça pour le transport. » Léo accepte, murmure un merci, et sort. Dehors, sous la lumière d'un réverbère, il marche, un petit sourire malin au coin des lèvres. « T'as cru que t'allais le tuer ce soir? Pas sous mes yeux. Il sait qu'il a gagné une bataille. Mais demain, elle recommencera. Et lui, il sera là dans la place, prêt à jouer plus serré que jamais. » Léo traverse son quartier, un coin où les maisons ne crient ni la misère, ni l'opulence. Des gens normaux, équilibrés, qui vivent sans trop de bruit. Contre toute attente, Léo, le voleur qui jouait le gars au bout du rouleau, a une belle maison. Façade propre, jardin soigné, pas du tout l'image du type désespéré qu'il a vendu à Paul et à Issatou. Avant de rentrer chez lui, il fait un détour par un orphelinat du quartier. Une vieille dame, ridée mais digne, l'accueille avec un sourire doux. « Maman, comment vas-tu ?» dit Léo, la voix chaleureuse. À son âge, elle ne peut pas être sa vraie mère, mais c'est comme ça qu'il l'appelle, un lien profond qu'il garde pour lui. Il sort le billet que Paul lui a donné pour le transport, le glisse dans sa main. « Tiens, maman, un petit quelque chose pour vous. » Elle le regarde, touchée, mais il ajoute comme pour se justifier. C'est honnête, ça. Ils se disent au revoir, et Léo s'éloigne, murmurant pour lui-même « Je te donne que ce qui est propre, maman. L'argent sale,
je peux pas. Pas à toi, t'es trop pur pour ça. C'est sa règle, il ne partage avec l'orphelinat que l'argent gagné honnêtement. Son métier de voleur, c'est sa vie. Mais cet argent-là, il le tient loin de cette femme qu'il respecte comme une sainte. Ce billet de Paul, c'est clean, alors il passe, comme chaque fois qu'il a quelque chose de légal à offrir. Chez lui, Léo ouvre sa porte sur un autre monde. À l'intérieur, c'est un trésor caché. Meubles chics, gadgets high-tech, des piles de billets bien rangés dans un coffre, le fruit de 10 ans de casse impeccable. Mais ce soir, il n'est pas là pour compter son butin. Il attrape les habits qu'il portait devant Paul. Une chemise, un vieux pantalon. Avec un couteau, il les déchire un peu, use les manches, salit le tissu pour coller à l'image du gars fauché qui supplie pour un boulot. Il se regarde dans le miroir, ajuste son air fatigué. « T'es prêt ?» se dit-il, un sourire malin au coin des lèvres. Le lendemain matin, c'est le week-end. Léo arrive devant la villa, sac à l'épaule, ponctuel comme un métronome. Il appuie sur la sonnette. Après un moment, Paul ouvre le portail, un sourire surpris aux lèvres. « Eh bien, t'es matinal, toi. » Léo hoche la tête, humble. « Normal, patron. Vous m'avez donné le transport hier, j'ai pris le bus. J'arrive à l'heure. » Paul rigole. « Bienvenue entre. La maison est calme, l'ambiance paresseuse du week-end. » Aïssatou, en robe légère, jette un regard méfiant depuis le salon. Léo salue poliment. « Patron, je suis là pour commencer le boulot. » Paul acquiesce. « Bon, gardien de jour, c'est ça. L'ancien gardien dormait ici, mais toi, on te connaît pas encore. Ici, c'est plus risqué la journée, ma femme et moi, on est au boulot. Peut-être qu'on pourrait te loger. » Aïssatou l'interrompt, tranchante. « Non, pas question. Il vient d'arriver, on va pas lui donner la maison comme ça. On le maîtrise pas encore. » Paul hoche la tête. Elle a raison. Léo, rapide, soutient son objection. « Madame, vous avez raison. Je dois faire mes preuves d'abord. Quand vous jugerez que je le mérite, on en reparlera. » Paul approuve, impressionné par son humilité. Il emmène Léo faire un tour de la villa, explique les détails. Les interrupteurs, les codes du portail, les coins à surveiller. Léo écoute, grave tout dans sa tête, l'air sérieux. Puis il se met au travail. Balayer la cour, tailler les buissons, nettoyer les coins négligés. Il bosse dur, montre qu'il est utile. Aïssatou l'observe de loin, toujours méfiante. Mais Paul semble satisfait. La journée passe et le soir, Léo rentre chez lui. Lundi, Paul et Aïssatou partent au boulot, laissant Léo seul dans la villa. Il est gardien, mais aussi un peu homme à tout faire. Aïssatou, paresseuse, laisse traîner la maison, alors Léo balaie, range, fait briller le salon. Mais il a un autre plan. Il verrouille le portail, file chez lui en vitesse. Dans un coin de sa maison, il ouvre une mallette discrète. Dedans, des caméras minuscules, du matos de pro qu'il utilise pour ses casses, si petites qu'on dirait des grains de poussière. Il les glisse dans son sac, retourne à la villa. Là, il agit vite. Il place les caméras dans des endroits stratégiques. Une derrière une ampoule dans la cuisine, une autre dans un coin du salon, une près du couloir menant à la chambre. Des cachettes invisibles, sauf pour un scanner pointu. Ces caméras, c'est sa méthode. D'habitude, il les pose pour espionner les codes de coffre, les habitudes des propriétaires. Ici, c'est pour surveiller Aïssatou, capter ses moindres gestes. Une fois les caméras en place, il se pose dans la cour, l'air de rien, jusqu'au retour du couple. La routine s'installe. Mais au fil des jours, Léo remarque un détail troublant. Aïssatou, parfois, rentre plus tôt que Paul. Elle s'enferme dans leur chambre, toujours au téléphone, parlant à voix basse. Léo, discret, s'approche, tend l'oreille. Ce n'est pas Paul à l'autre bout, c'est sûr. Avec qui parle-t-elle? Ces conversations sentent le secret. Il pourrait creuser, mais il se recentre. Il est là pour protéger Paul, pas pour jouer les curieux. Cet homme, sa compassion, sa gentillesse quand il lui a donné une chance, l'a marqué. Léo n'avait pas prévu de plonger là-dedans, mais il s'est juré de sauver Paul. Il veut démasquer Aïssatou, révéler son vrai visage, l'éloigner avant qu'elle ne frappe à nouveau. Léo est seul dans la villa, en plein boulot. Il balaie la cour, range le salon, joue son rôle d'homme à tout faire avec la précision d'un pro. Paul et Aïssatou sont partis au travail, laissant la maison sous sa garde. Le soleil tape fort, l'air est lourd. Alors qu'il passe un coup de balai près du portail, la sonnette retentit. Léo fronce les sourcils. « C'est qui, encore ?» marmonne-t-il. Il ouvre le portail et là, une femme se tient devant lui. Visage fatigué, yeux creusés, mais une dignité qui résiste malgré tout. « Bonjour, madame », lance Léo, poli mais prudent. La femme le regarde, un sourire las. « Bonjour, mon fils. Je peux vous aider? Vous cherchez quelqu'un ?» Elle l'observe quelques secondes, comme si elle jaugeait ce nouveau visage. « Je suis venu voir Paul. Son téléphone ne passe pas, dit-elle, la voix douce mais ferme. Léo hausse un sourcil. « Paul, c'est urgent? Vous dites que son numéro passe pas ?» Elle soupire, l'air épuisé. « Oui, j'ai essayé d'appeler, rien. Même avec d'autres numéros, il répond pas. Il doit deviner que c'est moi, ça ne sonne même plus.
Je veux lui parler, c'est important. Léo croise les bras, méfiant. Madame, je suis juste le gardien ici. C'est ma première semaine. Je gère la sécurité de cette parcelle. Je vous connais pas, je sais pas d'où vous sortez. Si vous voulez voir mon patron, faut me donner plus de détails. Pourquoi vous êtes là? La femme baisse les yeux et soudain, ses lèvres tremblent. Des larmes coulent sur ses joues. Léo se raidit, déstabilisé. Maman, j'ai pas mal parlé, hein, bredouille-t-il. C'est juste mon boulot, je dois savoir. Elle secoue la tête, essuie ses larmes. Non, c'est pas toi, mon fils. T'as raison, t'es juste un travailleur. C'est cette maison. Elle lève les yeux vers la villa, la voix brisée. C'est moi qui l'ai vu naître. De la première brique jusqu'à aujourd'hui. Paul, c'était mon mari. Des années ensemble. On a 2 enfants, une fille aînée et un garçon. Mais aujourd'hui, mon garçon est malade, gravement. J'essaie de me battre, seul, avec le peu que j'ai. Paul, il s'occupe plus de nous. Depuis qu'il est avec Aïssatou, il nous a chassés, moi et les enfants. Léo reste figé, bouche bée. La femme continue, les larmes roulant encore. J'ai tenu bon. J'ai voulu élever mes petits sans lui. Mais là, la maladie de mon fils, c'est trop. Je peux pas le laisser mourir, pas alors que son père a les moyens de l'aider. Je suis venu supplier Paul. Je veux pas que les gens disent plus tard « T'as laissé ton fils mourir sans rien faire alors que son père était là. » Cette maison, c'était la mienne. Aujourd'hui, je suis une étrangère devant ma propre porte. C'est ça qui me brise. Léo sent son cœur se serrer. Vous êtes sa femme. Mais Aïssatou alors, c'est qui? Elle renifle, amère. Aïssatou, c'était sa maîtresse. Quand on était encore ensemble, elle tournait autour de lui. J'ai tout essayé pour sauver mon mariage, j'ai posé mes règles, j'ai lutté. Mais rien. Paul changeait, il rentrait plus, il faisait ce qu'il voulait. Leur histoire est devenue sérieuse. Aïssatou venait ici, me provoquait, me menaçait. Elle était prête à tout, même à lever la main sur moi. J'ai senti le danger pour moi, pour mes enfants. Paul me répétait « Pars, je t'aime plus, tu m'étouffes ». Alors j'ai pris mes affaires et je suis parti. Peu après, Aïssatou m'a remplacé. Au début, je venais pour les enfants pour demander de l'aide, mais elle me chassait, me menaçait encore. Paul a fini par couper les ponts. Maintenant, il répond plus à mes appels. Mais mon fils, il a besoin de soins. C'est pour lui que je suis là. Léo est sonné. Madame, je savais pas tout ça. Moi, je viens de commencer. J'ai demandé un boulot, Paul a eu pitié, il m'a pris comme gardien. Je croyais qu'Aïssatou, c'était sa femme. Je suis désolé. Il marque une pause. Votre fils, il va comment là? Elle secoue la tête, les larmes revenant. On était à l'hôpital, mais les frais, c'était trop. Ils nous ont renvoyés à la maison avec une ordonnance. J'ai plus de quoi payer. Le traitement, ça marche pas assez vite. J'ai peur que ça empire. C'est pour ça que je veux voir Paul, qu'il fasse quelque chose pour son fils. Léo sent une boule dans la gorge. Il regarde cette femme brisée mais digne et pense à Paul, à sa compassion quand il lui a donné une chance. Madame, y a personne ici, ni Paul ni Aïssatou. Je suis qu'un gardien. Mais écoutez, moi, j'ai un petit quelque chose pour vous. Il glisse la main dans sa poche, en sort un billet. Pas grand-chose, mais tout ce qu'il a sur lui. La femme le regarde, surprise. Et là, ses yeux s'arrêtent sur le bracelet à son poignet, un bijou fin, féminin, qui détonne sur ce gardien aux habits usés. « J'aime bien ton bracelet, dit-elle, un faible sourire. Léo baisse les yeux un peu gêné. « Ah, ça? C'est joli, oui. » Elle insiste doucement. « C'est un bijou féminin, non? J'ai une fille, ça lui plairait. » Léo hésite. Ce bracelet, il y tient. C'est personnel. Il ne s'en sépare jamais. Mais face à cette femme, il craque. « Bon, d'accord. C'est pas pour donner, hein, mais je vous le prête. Vous revenez, vous me le ramenez, promis? » Elle hoche la tête émue. « Je te le jure, mon fils, je te le ramènerai. » Léo détache le bracelet, le glisse dans sa main. « Merci, murmure-t-elle, les yeux humides. Dieu te bénisse. Ce que t'as fait, il le voit. Avec cet argent, je vais acheter des médicaments. » Elle marque une pause. « S'il te plaît, quand Paul rentrera, parle-lui en privé. Pas devant Aïssatou. Sinon, elle fera tout pour bloquer. Aide-moi, je t'en supplie. » Léo acquiesce, sérieux. « Je ferai de mon mieux, promis. » La femme essuie ses larmes, s'apprête à partir. Léo l'arrête. « Attendez, c'est quoi votre nom? Moi, c'est Léo. » Elle sourit faiblement. « Mariama. » Ils se disent au revoir, et Mariama s'éloigne, le bracelet serré dans sa main. Léo reste là, le cœur lourd, mais plus déterminé que jamais à protéger Paul et à démasquer Aïssatou. Léo est dans la cour, un balai à la main, en plein boulot dans la villa déserte. Paul et Aïssatou sont partis au travail, le soleil chauffe la parcelle. Soudain, un klaxon retentit. Léo lève la tête, agacé. « C'est qui? Encore » marmonne-t-il. Il ouvre le portail et la voiture d'Aïssatou entre. Elle descend, l'air pressé, et lance « Paul est rentré ?» Léo secoue la tête. « Non, pas encore, madame. » Elle fronce les sourcils, irritée. « Comment ça? Je l'ai appelé avant de partir, il m'a dit qu'il était en route. Comment je suis là avant lui? C'est pas normal. » Elle cogite un instant, gare sa voiture, puis entre dans la maison sans un mot de plus.
Léo reprend son balai et retourne dans le salon pour nettoyer. Quelques minutes plus tard, un autre klaxon brise le silence. Cette fois, il reste prudent. Il sort par le petit portail à pied, aperçoit la voiture de Paul et s'approche avant d'ouvrir le grand portail. Paul baisse sa vitre, curieux. « Monsieur, faut que je vous parle avant que vous entriez », commence Léo, la voix basse. « Il y a une femme qui est venue tout à l'heure. Au début, je savais pas qui c'était. J'ai été un peu dur, je lui ai posé des questions, mais elle a fini par pleurer. Elle m'a dit qu'elle était votre ex-femme, Mariama. » Paul se fige. « Mariama? Elle était ici ?» Léo hoche la tête. « Oui, monsieur. Elle voulait vous voir. Elle a dit qu'elle vous appelle, mais vous répondez plus. C'est à cause de votre fils, Moussa. Il est gravement malade. Elle a essayé de se débrouiller seule, mais les frais d'hôpital, c'était trop. Ils leur ont donné une ordonnance pour continuer le traitement à la maison, mais sans suivi. C'est risqué. Elle est venue vous supplier, vous, le père, de l'aider. Elle m'a dit de vous en parler en privé sans Aïssatou, alors je vous le dis ici, dehors. » Paul reste silencieux, le regard dans le vague. « Encore ces histoires, soupire-t-il enfin. Je peux pas partir maintenant, à cette heure-ci, pour aller à l'hôpital. J'ai pas le temps. » Léo insiste, calmement mais fermement. « Elle a dit qu'elle vous a appelé, mais que ça passe pas. » Paul secoue la tête. « Elle peut plus me joindre. J'ai changé de numéro, elle l'a pas, et je compte pas lui donner. Je l'appellerai peut-être demain quand je sortirai. » Léo baisse les yeux, hésite, puis lâche. « Monsieur, j'ai vraiment eu pitié d'elle. J'avais un peu d'argent sur moi. Je lui ai donné pour qu'elle achète des médicaments. » Paul le regarde, surpris. « T'as fait ça ?» Léo acquiesce. « Son histoire m'a touché. Monsieur, je vais vous parler franchement. Moi, j'ai jamais connu mes parents. Ni père, ni mère. Je sais même pas de quelle ethnie je viens, quel nom j'avais à la naissance. Rien. J'ai été recueilli par une vieille dame, que j'appelle maman. Elle m'a raconté que mes parents étaient morts. Elle m'a pris, élevé, envoyé à l'école. C'est grâce à elle que je suis qui je suis. Vous voyez? Alors, je vous le dis, ne laissez pas vos enfants grandir sans père. Votre fils, Moussa, il a besoin de vous. S'il lui arrive quelque chose, ça sera pas bien. C'est votre sang, monsieur. » Paul reste muet, troublé. Après un long silence, il relève la tête. « Léo, t'as jamais connu tes parents ?» Léo secoue la tête. « Non, monsieur. Rien de mon passé, juste cette vieille dame qui m'a sauvé. » Paul baisse les yeux, touché. « Je savais pas que t'avais vécu ça. Bon, tu sais quoi? T'as raison, je peux pas laisser mon fils comme ça. » Léo fronce les sourcils. « Vous allez faire quoi ?» Paul répond. « Ce que t'as dit. Allez voir mon gamin. » Léo secoue la tête, inquiet. « Monsieur, je vous ai informé, mais j'ai pas dit d'y aller maintenant. Aïssatou, elle a entendu votre klaxon. Elle sait que vous êtes là. Elle se demande déjà pourquoi vous traînez. Elle était énervée tout à l'heure. Elle a dit que vous lui aviez dit être en route, mais qu'elle est arrivée avant. Si vous repartez maintenant et que je lui dis que vous êtes allé voir Mariama, ça va mettre le feu entre vous. » Paul soupire. « T'as raison. Si je repars, ça va compliquer les choses. » Léo propose. « Je peux faire quelque chose. Ce soir à 18h, je rentre. Donnez-moi de l'argent et le numéro de Mariama. Je l'appelle, je dis que vous avez envoyé ça pour votre fils. » Paul secoue la tête, catégorique. « Non, Léo, c'est mon fils. Je peux pas déléguer ça. C'est mon devoir. Je vais rentrer, parler à Aïssatou, et après, j'irai le voir. » Paul entre dans la maison, salue Aïssatou qui l'attend, l'air tendu. « T'as traîné dehors, pourquoi? Où est ta voiture ?» Paul répond calmement. « Elle est dehors. Mariama était ici, elle a laissé un message à Léo. Notre fils Moussa est malade, gravement. Elle a besoin d'aide, c'est pour ça qu'elle est venue. Je l'ai manqué, mais je dois aller le voir à l'hôpital. » Aïssatou se raidit, pas du tout d'accord. « À cette heure-ci, t'arrives à peine, t'as pas mangé. Les hôpitaux, c'est plein de microbes, tu peux attraper quelque chose si tu pars le ventre vide. Pourquoi pas demain ?» Paul secoue la tête. « Non, je dois y aller aujourd'hui. Je voulais juste t'informer. » Aïssatou accepte à contre-cœur, le regard sombre. Paul sort, remercie Léo encore une fois, monte dans sa voiture et file vers l'hôpital. Vers 17h45, Léo s'apprête à partir. Il entre dans la maison pour prévenir Aïssatou. Elle est assise, le front fermé, l'air boudeur. « Madame, je vais rentrer, » dit Léo. Elle le fusille du regard. « T'as besoin de m'informer pour partir? T'as du courage pour ça, mais pas pour me dire que l'ex-femme de Paul était là ?» Léo reste calme. « Madame, j'ai pas voulu vous en parler, ça vous concernait pas. Elle m'a dit de parler à Paul directement, alors c'est ce que j'ai fait. Je m'excuse si j'ai mal fait. » Aïssatou grogne. « C'est pas grave, va-t'en. » Léo salue à contre-cœur et sort. Chez lui, comme chaque soir, Léo entre dans sa chambre secrète, allume ses écrans et surveille les caméras qu'il a posées dans la villa. Aïssatou, seule, le portail fermé, se croit à l'abri. Elle prend son téléphone, appelle un certain David. Léo, les yeux rivés sur l'écran, écoute, le souffle court.
Mon amour, comment tu vas? Commence Aïssatou. David répond sur un ton moqueur. Toi, tu prends ton temps, Aïssatou. Il faut passer à l'acte, éliminer Paul pour qu'on hérite de ses biens. On traîne trop. Aïssatou soupire. J'étais prête à l'éliminer. J'avais piégé la bouteille de vin, tout était prêt. Mais cet imbécile de gardien, Léo, il a trébuché, sa main a cogné la bouteille, elle s'est cassée. J'étais à 2 doigts de l'étrangler. Il m'a mis hors de moi. L'empoisonnement, ça a foiré. On peut pas refaire le même coup. Trop risqué. Il faut changer de tactique. David acquiesce. D'accord, je vais trouver un plan, je te tiens au courant. Ce mois-ci, on en finit avec lui. Aïssatou ajoute, nerveuse. Il est allé voir son gosse à l'hôpital. Il s'en foutait avant, pourquoi maintenant? S'il change, s'il demande le divorce, on perd tout. Moi, je suis sa femme, on est mariés, mais faut agir vite. David la rassure. T'inquiète pas, je planifie tout, je te recontacte. Il raccroche. Léo, les yeux écarquillés devant ses écrans, n'en croit pas ses oreilles. Aïssatou veut passer à l'étape supérieure, avec un nouvel homme, David, son amant. Il prépare un autre plan pour tuer Paul, mais Léo n'a pas encore les détails. Pendant ce temps, Paul arrive chez Mariama. Il frappe à la porte. Mariama ouvre, surprise. Ils découvrent leur fils Moussa, 15 ans, allongé, faible, et leur fille Aminata, 19 ans, assise à ses côtés. Paul n'a besoin que d'un regard sur le visage blême de Moussa pour dire « Non, ça ne va pas, on va à l'hôpital ». Il embarque Mariama, Aminata et Moussa dans sa voiture, les conduit à l'hôpital et paie tout, le lit, le traitement, même la nourriture. Mariama, émue, lui dit « Ton nouveau gardien, Léo, il est gentil. Il m'a donné de l'argent pour acheter les premiers médicaments de Moussa aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. » Paul acquiesce, touché par les conseils de Léo et ses propres erreurs passées. Il donne plus d'argent à Mariama, lui demande de veiller sur les enfants et promet de rester en contact. Tard dans la nuit, Paul revient à la maison. Il klaxonne à plusieurs reprises, appelle Aïssatou, déjà couchée, de mauvaise humeur. Elle se traîne pour aller ouvrir le portail et Paul entre, épuisé mais déterminé. Ce soir-là, Léo, chez lui, décide de passer à la vitesse supérieure. Dans sa chambre secrète, il ouvre une mallette remplie de gadgets high-tech. Il en sort un traceur GPS, un micro discret et quelques autres outils qu'il glisse soigneusement dans son sac. Il se prépare avec minutie, comme le voleur pro qu'il est, planifiant un coup. « Faut que je sois prêt », murmure-t-il, les yeux rivés sur son matériel. Demain, il ira plus loin pour démasquer Aïssatou. Le lendemain matin, Léo arrive à la villa très tôt, bien avant l'aube. Il entre dans la parcelle, commence ses travaux habituels. Balayer la cour, ranger le salon, l'air de rien. Aïssatou sort bientôt, pressée, sa robe impeccable. « Léo, lave ma voiture avant que je parte », ordonne-t-elle. Léo acquiesce, attrape un seau et une éponge et se met au travail. Pendant qu'il nettoie les vitres, il glisse discrètement un traceur GPS sous le châssis de la voiture et un micro minuscule à l'intérieur, bien caché. Personne ne pourrait les repérer. Il termine, essuie ses mains et retourne à ses occupations comme si de rien n'était. Aïssatou part peu après, sa voiture filant dans la rue. Paul, lui, reste à la maison ce matin-là, contrairement à son habitude. Vers midi, des klaxons retentissent devant le portail. Paul appelle Léo depuis la villa. « Ouvre, ce sont mes invités. » Léo s'exécute et à sa grande surprise, plusieurs voitures de luxe entrent dans la cour. Les occupants descendent. Des hommes d'affaires, pour la plupart des Chinois, en costume impeccable. Paul avait mentionné qu'il attendait des partenaires pour un gros contrat. Léo leur indique où garer leur véhicule dans la vaste cour de la villa. Le dernier chauffeur, un Chinois, semble avoir du mal à manœuvrer. Sa voiture risque de cogner la grille du portail. Léo s'approche, lui donne des instructions en français, mais l'homme secoue la tête, confus. Alors, à la surprise générale, Léo passe au Chinois. Tourne un peu à droite, pas trop vite, tu vas toucher la grille. Le chauffeur écarquille les yeux, suit les conseils et gare correctement. En descendant, il salue Léo, impressionné. « Tu parles chinois ?» Léo hoche la tête, un sourire modeste. « Oui, je me débrouille. » Le Chinois rigole. « C'est intéressant. Comment t'as appris ?» Léo hausse les épaules. « Il y a longtemps, dans un club. J'ai appris 3 langues, français, anglais, chinois. C'est utile. » L'homme hoche la tête, admiratif. « Pas mal. » De loin, Paul observe la scène depuis la villa, perplexe. Pourquoi Léo discute-t-il si longtemps avec ce Chinois? Est-ce qu'ils se comprennent? Il fronce les sourcils, mais ne pose pas de questions tout de suite. Les partenaires entrent, et la réunion commence dans le salon. L'ambiance est tendue. Plusieurs Chinois parlent un français approximatif, et la compréhension patine. Les termes du contrat, cruciaux, restent flous. Le Chinois que Léo a aidé murmure à son collègue qui parle un peu français, appelle leur gardien, il parle chinois couramment. Le collègue transmet à Paul « Votre gardien, il parle chinois ».
il peut interpréter. Paul hausse un sourcil, sceptique. Léo, c'est juste un gardien, il peut pas faire ça. Le Chinois insiste. Si, je l'ai vu à l'entrée. Il est excellent. Paul appelle Léo, qui entre, l'air calme. Patron, vous m'appelez? Paul, encore surpris, demande. Donc, tu parles chinois? Léo acquiesce. Oui, je me débrouille. Paul le fixe, puis désigne la table. Viens, assieds-toi, tu vas interpréter. Léo s'installe et ce qui suit dépasse toutes les attentes. Il traduit avec une fluidité sidérante, passant du chinois au français sans hésiter, comme s'il avait parlé la langue toute sa vie. Paul, qui ne comprend pas le chinois, est abasourdi par l'aisance de Léo. La réunion, qui semblait partir pour des heures de confusion, s'achève en quelques minutes. Les termes sont clairs, le contrat signé. Les Chinois saluent Léo, impressionnés. « Tu es vraiment intéressant », dit l'un d'eux en riant avant de partir. Une fois les voitures de luxe reparties, Paul se tourne vers Léo, encore sous le choc. « Toi, comment tu connais le chinois? Il y a autre chose que tu me caches ?» Léo hausse les épaules, désinvolte. « Non, patron, j'ai appris le chinois et l'anglais il y a longtemps. Ce sont des langues de business, utiles pour les affaires. J'avais des projets, alors je me suis formé dans des clubs, des cours. Voilà. » Paul secoue la tête, admiratif. « T'es plein de surprises, Léo. » Il termine la discussion et Léo retourne à ses travaux. Pendant ce temps, Aïssatou, ailleurs en ville, retrouve David, son amant. Il monte dans sa voiture et s'éloigne, ignorant le micro et le traceur GPS caché par Léo. En roulant, il parle librement. « J'ai trouvé un plan, dit David. On va embusquer Paul. Demain matin, quand il part au boulot, on l'attend dans un coin isolé, une ruelle avec des arbres, loin des maisons. On piège une jeune fille, on fait semblant qu'elle est en détresse. Quand il s'arrête, on sort, cagoulé, avec des armes. On le braque et on le fait disparaître. » Aïssatou hoche la tête, excité. « C'est parfait. Le contrat avec les Chinois est signé aujourd'hui, donc il est déjà partenaire. Si on agit maintenant, j'hérite de tout. L'argent, les biens, tout ce qui va avec. » David acquiesce. Demain matin, c'est bon, on passe à l'action. Il cale les derniers détails, se sépare, et Aïssatou continue vers son travail. Léo, lui, absorbé par la réunion et la discussion avec Paul, a oublié ses gadgets. Il vaque à ses occupations, nettoie la cour, range la villa, perdu dans ses pensées. À 18h, comme d'habitude, il s'apprête à partir. Aïssatou arrive à ce moment-là, klaxonne, et Léo ouvre le portail. Il la salue, mais elle répond à peine, toujours distante. Léo hausse les épaules, boucle son sac et rentre chez lui. Chez lui, il entre dans sa chambre secrète, allume ses écrans et consulte le trajet d'Aïssatou via le traceur GPS. Il fronce les sourcils, elle a fait un détour inhabituel avant d'aller au travail. Curieux, il lance les enregistrements du micro. Et là, son cœur s'arrête. Il entend toute la conversation entre Aïssatou et David. Le plan pour embusquer Paul, la fille en détresse, les cagoules, les armes, l'héritage après le contrat avec les Chinois. Le piège est prévu pour demain matin. Léo, seul chez lui, loin de la villa, sent la panique monter. « Qu'est-ce que je peux faire ?» murmure-t-il, les yeux fixés sur l'écran. Il cogite, cherche une solution pour empêcher l'attaque, mais il est tard et Paul est déjà chez lui. Arrivé très tôt demain, est-ce que ça suffira? Il est perdu, le cerveau en ébullition, cherchant comment sauver Paul. Léo accélère dans les rues encore sombres, le cœur battant à tout rompre. Il sait que le piège d'Aïssatou et David pour Paul est prévu ce matin. Il arrive à la villa très tôt, juste avant l'aube, et entre dans la parcelle. À sa grande surprise, Paul est assis sur les marches devant l'entrée, l'air abattu, le visage fermé, comme enfermé dans ses pensées. Léo s'approche, un nœud dans l'estomac. « Bonjour, patron », lance-t-il, tentant un ton léger. Pas de réponse. Paul reste immobile, le regard perdu. Léo insiste, inquiet. « Qu'est-ce qui s'est passé? Y a un problème ?» Paul relève lentement la tête, ses yeux pleins de déception. « Léo, pourquoi ?» dit-il, la voix lourde. « Pourquoi tu m'as fait ça? Je te faisais confiance. Pourquoi tu m'as trahi ?» Léo perdu fronce les sourcils. « Patron, je comprends pas. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Paul secoue la tête, amer. « C'est à toi de me le dire. Toute la vérité, Léo. Si tu parles maintenant, je peux peut-être arranger les choses. Mais si tu continues à cacher entre toi et moi, c'est fini aujourd'hui. » Léo sent une vague de panique l'envahir. « Qu'est-ce qu'il a découvert ?» se demande-t-il. « Que je suis un infiltré? Que je sais pour Aïssatou? Ou autre chose ?» Des hypothèses défilent dans sa tête, mais il reste calme en apparence. « Patron, je comprends pas. Expliquez, s'il vous plaît. » Soudain, Aïssatou sort de la maison, furieuse. Elle jette des objets aux pieds de Léo. Le traceur GPS et le micro qu'il avait caché dans sa voiture. Léo blêmit, le souffle coupé. Comment ils ont trouvé ça? Aïssatou pointe un doigt accusateur. « C'est à toi de me dire à qui ça appartient. Hier, c'est toi qui as lavé ma voiture. »
Quand je suis arrivé au travail, un ami m'a dit qu'il avait détecté un traceur GPS avec un appareil qu'il utilise souvent. Ça m'a intrigué. Je lui ai dit de fouiller, et il a trouvé ce micro. T'es le seul à avoir touché ma voiture avant que je parte. Alors explique. Léo baisse la tête, honteux, le cœur lourd. Patron, c'est moi, avoue-t-il, la voix tremblante. J'ai mis ces gadgets, mais j'ai mes raisons. Laissez-moi expliquer. Paul l'interrompt glacial. Non, pas besoin. J'en ai assez entendu. Léo insiste. S'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. Mais Aïssatou s'enflamme, coupant la parole. T'as rien à dire, ferme-la. Paul, lui, commence à douter. Un infiltré? Un espion envoyé par mes concurrents? Il se tourne vers Aïssatou. T'as appelé la police? Elle hoche la tête. Oui, il y a longtemps. Quelques minutes plus tard, des agents en civil arrivent, menottes à la main. Ils saluent Paul et Aïssatou. Aïssatou prend la parole théâtrale. Ce type, on l'a recueilli par pitié. Il est venu devant chez nous. Il a supplié pour un boulot. On l'a pris comme gardien. Moi, j'avais des doutes dès le début. Mais Paul lui faisait confiance aveuglément. Il voulait même le loger ici. Heureusement, j'ai insisté pour qu'on le teste d'abord. Et voilà qu'on trouve ça. Des micros, des traceurs. C'est un homme dangereux, messieurs. Arrêtez-le, emmenez-le au poste, interrogez-le, trouvez qui l'envoie. Léo tente une dernière fois. Patron, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Mais les agents l'attrapent, lui passent les menottes et le poussent dans leur voiture. Il démarre, laissant Paul et Aïssatou seuls. Aïssatou se tourne vers Paul, triomphante. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'était pas clair, j'ai toujours su. Paul soupire. T'as raison, chérie. Je me suis trompé. L'instinct des femmes, hein? Il secoue la tête, déçu. Quelques instants plus tard, la sonnette retentit. Aïssatou fronce les sourcils. C'est qui encore? Elle ouvre le portail et Mariama surgit, l'air furieux. Elle pousse Aïssatou et entre dans la parcelle, criant « Paul! Paul !» Sa voix tremble de colère et de larmes. Paul sort précipitamment. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il est mort? Mariama secoue la tête, les yeux brûlants. Non, c'est pas l'enfant. Paul, qu'est-ce que tu m'as caché? Pourquoi tu m'as fait ça? Tout le mal que tu m'as déjà fait, c'était pas assez? Il fallait ajouter ça? Paul, perdu, échange un regard avec Aïssatou, tout aussi déconcerté. De quoi tu parles, Mariama? Elle brandit un bracelet, celui que Léo lui avait prêté. Tu vois ça? Explique-moi ce que c'est. Paul observe le bracelet, hausse les épaules. C'est un bracelet en or, et alors? Tu veux m'impressionner avec ça? Son ton sarcastique met Mariama hors d'elle. Paul, arrête de jouer. Aïssatou tente d'intervenir. Respecte mon mari. Mariama se retourne, furieuse. Toi la ferme. Si tu veux pas que je te règle ton compte maintenant, reste dans ton coin. Ce qui se passe, ça te concerne pas. T'as fait assez de dégâts, Aïssatou. Aïssatou, choquée, recule. Elle n'a jamais vu Mariama dans cet état. D'habitude faible et pleurnicharde, elle est aujourd'hui une tempête. C'est pas mon problème, murmure Aïssatou. Paul, gère ton histoire. Elle se retire. Mariama reprend, les larmes aux yeux. Quand je suis venu ici, j'ai vu ce bracelet au poignet de ton gardien. Je l'ai trouvé joli, je lui ai demandé. Il m'a dit que c'était important pour lui, mais il me l'a prêté pour Aminata. Il m'a fait promettre de le rendre. Ce matin, Aminata feuilletait un vieil album. Elle a vu une photo de nous, Paul, avec notre premier fils, Isaac, quand il avait 2 ans. Il portait ce même bracelet au cou. Aïssatou, depuis le coin où elle s'est retirée, intervient perplexe. C'est qui Isaac? Paul, la gorge serrée, répond « Isaac, c'était notre premier fils. À ses 2 ans, il avait disparu. On l'a jamais retrouvé. » Mariama poursuit, la voix brisée. Quand Aminata m'a montré la photo, elle a dit « Maman, ce bracelet ressemble étrangement à celui sur votre photo avec Isaac. Tu ne trouves pas, non ?» Et dès que j'ai revu la photo, je m'en suis souvenu. C'est le bracelet que tu m'avais offert lors de mon anniversaire après la naissance d'Isaac. J'ai compris pourquoi ce bracelet m'attirait tant. Ton gardien, Paul, il sait quelque chose. Vous êtes complice. Vous savez où est passé mon fils. Paul secoue la tête, sonné. Je savais pas. Et lui, on vient de découvrir qu'il avait mis des micros et un traceur dans la voiture d'Aïssatou. C'est un infiltré. Il est venu pour une mission. Aïssatou, revenu dans la conversation, ajoute « Il est sûrement lié à celui ou ceux qui ont volé votre enfant. » Paul fronce les sourcils, réfléchit. Mais vu son âge, il devrait être soit enfant ou pas encore né à cette époque. Mariama et Paul se regardent, les pensées en vrac. Et s'il était Isaac, murmure Mariama. Comment il s'est retrouvé ici? Est-ce qu'il sait qu'on est ses parents? Est-ce qu'il est venu pour se venger, croyant qu'on l'a abandonné? Les hypothèses fusent dans leur tête. Aïssatou tente d'intervenir, mais Paul et Mariama la coupent en cœur. Toi, tais-toi, va là-bas. Aïssatou se retire, vexée, et comprend qu'elle ne fait vraiment pas partie de ce chapitre énigmatique. Paul et Mariama, seuls, continuent à cogiter, bouleversés par l'idée que Léo pourrait être leur fils perdu, Isaac, revenu par un hasard troublant, ou un retour calculé.
qui cache peut-être quelque chose de bien plus grave. Aïssatou se retire dans la maison, comprenant que la confrontation entre Paul et Mariama ne la concerne pas. Elle s'isole dans la chambre, saisit son téléphone et appelle David, la voix basse. « Alors, vous l'avez toujours ?» David répond, confiant. « Oui, on l'a. Tout est sous contrôle. » Aïssatou hoche la tête, un sourire malin aux lèvres. « Faites ce qu'il faut. » David ricane. « On attendait juste ton feu vert. » Aïssatou murmure, presque pour elle-même. « Tu te croyais plus malin que moi, Léo ?» Elle raccroche, un éclat sombre dans les yeux. Flashback. La veille, dans la voiture d'Aïssatou. Aïssatou et David discutent de leur plan pour éliminer Paul. À peine ont-ils fini que David revient précipitamment, l'air tendu. Il fait signe à Aïssatou de ne pas parler et de sortir. Il s'éloigne du véhicule et David murmure « J'ai détecté des interférences avec mon téléphone. Ta voiture est sous écoute. Il y a un traceur GPS et un micro dedans. » Aïssatou écarquille les yeux. « Impossible. Je viens de sortir de la maison qui aurait pu faire ça ?» David insiste, sérieux. « Je sais de quoi je parle. Regarde. » Il lui montre son téléphone où un signal clignote. Il fouille la voiture, soulève un panneau près du tableau de bord et sort le micro. « Tu vois ?» Et là, sous le châssis, le traceur. Aïssatou, choquée, cogite. « Paul, non, il touche jamais à ma voiture. » Puis, elle fronce les sourcils. « Attends, on a un gardien, Léo. Il est bizarre. Il est arrivé récemment en demandant du boulot. C'est lui qui a lavé ma voiture ce matin. » David hoche la tête, les pièces du puzzle s'assemblant. « Tu te rappelles la bouteille empoisonnée? Quand tu m'as dit qu'un maladroit l'avait cassée? C'était lui, non ?» Aïssatou acquiesce, troublé. « Oui, c'est lui. » David plisse les yeux. « C'est pas un hasard. Il a fait exprès. Il sait pour toi, pour le poison, pour tout. Ce type, c'est pas un simple gardien. C'est un infiltré, peut-être envoyé par Paul ou quelqu'un d'autre. » Aïssatou, nerveuse, demande « Mais il est dans quel camp ?» David secoue la tête. « On sait pas s'il est pour ou contre Paul. Ce qu'on sait, c'est qu'il contrecarre nos plans. Il a des micros, des traceurs, peut-être même des caméras dans votre maison. Il faut l'éliminer. » Aïssatou hoche la tête, déterminée. « D'accord, voici le plan. Je vais montrer le traceur et le micro à Paul, dire qu'un ami les a trouvés. On accuse Léo, mais on lui coupe la parole pour qu'il s'explique pas. Ensuite, au lieu d'appeler la vraie police, je vous appelle, toi et tes gars. Vous vous faites passer pour des agents. Vous l'emmenez et vous vous occupez de lui. » David acquiesce. « Parfait. Mais laisse les gadgets dans la voiture jusqu'au matin. S'il vérifie à distance, il faut qu'il pense que tout va bien. Demain, avant qu'il arrive, tu les sors et tu les mets devant lui. Ils se séparent. Le plan scellé. » Fin du flashback. Dehors, Paul et Mariama continuent de cogiter, bouleversés par le bracelet. Paul, la voix tremblante, dit « S'il est vraiment Isaac, notre fils, il faut qu'on comprenne. Pourquoi ces micros, ce traceur? Est-ce qu'il sait qui on est ?» Mariama acquiesce, les larmes aux yeux. « C'est pas un hasard. Ce bracelet, il l'avait au poignet comme Isaac au cou. On doit parler à Léo. » Paul sort son téléphone et appelle le commissariat. « Bonjour. On vous a appelé tout à l'heure pour un suspect, notre gardien. Vos agents l'ont emmené. On a des questions. On pense qu'il pourrait être quelqu'un d'important. Ne l'enfermez pas tout de suite. » L'agent, confus, répond « Monsieur, on n'a reçu aucun appel et nos agents n'ont arrêté personne ce matin. Aucun déplacement. » Paul, troublé, raccroche et se tourne vers Aïssatou, qui sort de la maison. « Tu as appelé la police, non? Ils disent qu'ils n'ont rien reçu. » Aïssatou balbutie, nerveuse. « Mais j'ai appelé. Tu as vu les agents. » Paul, furieux, insiste. « Quelle police? Mariama, toi et moi, on monte dans la voiture. Si t'es complice de quelque chose, on va à la vraie police. » Aïssatou, paniqué, avoue. « D'accord, je dis la vérité. J'ai pas appelé la police. J'ai appelé des gens qui interrogent bien, qui font du beau travail. Je me suis dit que la police, ils allaient juste l'enfermer, pas chercher la vérité. » Paul, hors de lui, crie « Qui sont ces gens? Tu les connais comment? Montre-les-moi. » Aïssatou, acculé, murmure « D'accord, on y va. » Paul et Mariama montent dans la voiture, Aïssatou avec eux en route pour l'endroit où David et son équipe ont emmené Léo. Aïssatou sait que David est bien équipé et elle improvise, pensant qu'une fois sur place, il pourrait se débarrasser de Paul, une pierre deux coups. Pendant ce temps, Léo est au bord d'un fleuve entouré de David et de ses 3 complices. Il lui enlève les menottes, mais l'ambiance est lourde. David ricane. « T'as été brave, monsieur. T'as essayé de nous mettre des bâtons dans les roues, mais aujourd'hui, c'est fini pour toi. » Léo, désespéré, tente de s'expliquer. « Non, s'il vous plaît, pourquoi vous faites ça? J'ai fait quoi? » David, menaçant, répond « Toi, t'es qui? Des micros, des traceurs. T'es là pourquoi? Dis la vérité, t'es déjà mort. » Léo, le dos au mur, avoue « Je suis un voleur professionnel. J'étais venu pour cambrioler la villa, mais la femme, Aïssatou, est rentrée tôt.
Je me suis caché et j'ai vu qu'elle mettait du poison dans le vin. J'ai compris qu'elle voulait tuer son mari. Je suis voleur, pas tueur. Je pouvais pas laisser ça arriver. Si Dieu m'a fait voir ça, c'est pour que je fasse quelque chose. David ricane. Toi, tu parles de Dieu? T'es voleur. Et tu veux la rédemption? Pas de paradis pour toi, mon frère. Léo insiste. J'ai mon code. Je tue pas. Si j'étais parti avec le butin, on m'aurait accusé du meurtre. Le vrai coupable se serait tiré. J'ai infiltré la maison pour protéger cet homme. Il a été gentil avec moi. Il m'a donné une chance. J'ai voulu aller jusqu'au bout. David secoue la tête. Trop tard, t'es fini. D'où viennent ces gadgets? T'es pas un simple gardien. Léo répond. Je les ai achetés en Chine. Je voyage là-bas, je fais du business. J'ai passé des années en Chine. J'ai appris le chinois, les arts martiaux, le kung-fu. David et ses complices se regardent, soudain tendus. Du kung-fu? Murmure l'un d'eux, chargeant son arme. Léo, sentant l'ouverture, sourit. Chine, kung-fu, mâchoire fracassée. Tu vois ce que je veux dire? Avant que David ne réagisse, Léo bouge avec une rapidité fulgurante. Il arrache l'arme à David, le prend en otage et pointe le pistolet sur sa tempe. « Dites à vos gars de poser leurs armes, crétins !» crie-t-il. Les complices hésitent, mais Léo arme le pistolet. David, paniqué, hurle « Posez les armes !» Ils obéissent, puis Léo leur ordonne de les balancer dans le fleuve. Léo, à son tour, jette celle de David à l'eau et relâche son otage. « T'es foutu !» grogne David. Léo sourit. « T'es sûr ?» Les complices se jettent sur lui, mais Léo, expert en kung-fu, les neutralise en quelques coups précis. Poing, pied, mouvement fluide. Il les met à terre, les attache avec des cordes trouvées dans leur véhicule et les traîne près de la voiture. Il s'assoit à côté, attendant calmement. Il sait qu'Aïssatou finira par venir. Le téléphone de David sonne. Léo regarde. C'est Aïssatou. Réponds, ordonne-t-il. Dis que t'es OK, que je suis neutralisé et que vous l'attendez. Si tu déconnes, t'es dans le fleuve. David, attaché, obéit, la voix tremblante. Tout est OK. La cible est neutralisée. On t'attend. Aïssatou répond. J'arrive. Léo reprend le téléphone, se poste près du véhicule et attend, prêt à affronter Aïssatou, tandis que Paul et Mariama approchent avec elle, ignorant tout du piège. Lorsqu'ils descendent de la voiture, ils remarquent immédiatement une atmosphère inattendue. Paul, intrigué, demande « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» À ce moment, Léo se lève. Il se rapproche avec un air confiant, très différent du gardien à l'air poli et faible qu'il avait chez lui. Désormais, devant lui se tient l'expert criminel, le voleur professionnel. Il faut demander à ta femme. C'est elle qui a orchestré tout ça. Paul se tourne vers Aïssatou, confus. Mais Aïssatou, de quoi est-ce qu'il parle? Aïssatou fait mine de nier. Léo intervient fermement. « Hé, madame, calmez-vous. Moi, je suis venu chez vous, j'avais un objectif. » Paul insiste. « Quel objectif ?» Léo répond calmement. « Normalement, je ne fais pas ça. En vérité, je m'étais introduit dans votre maison pour voler. Je suis un voleur professionnel. Avant ça, j'avais mené des enquêtes, espionné votre emploi du temps. Je savais que toi, tu partais au travail et qu'elle allait à la boutique. Ce jour-là, quand je suis entré dans votre maison, je ne m'attendais pas à ce que ta femme revienne plus tôt. Je me suis caché et je l'ai vue mettre du poison dans le vin rouge. Et là, j'ai compris qu'elle voulait t'assassiner. Moi, j'ai un code d'honneur. Je vole, mais je ne tue pas. Et je vole seulement les hommes riches comme toi. Voilà pourquoi, quand j'ai vu ça, j'ai décidé de faire quelque chose. Mariama explose, choquée. Quoi? Tu voulais tuer le père de mes enfants? Toi? Paul et Léo tentent immédiatement de la calmer. Calmez-vous d'abord, madame. Je finis. Voilà pourquoi je suis revenu plus tard en demandant du boulot. Ce jour-là, si tu n'avais pas accepté que je travaille pour vous, je ne sais même pas si tu serais encore vivant aujourd'hui. C'est ton bon sens? Ta pitié envers ma situation qui t'ont sauvé en quelque sorte. Parce que si elle a hésité à faire autre chose, c'est peut-être à cause de ma présence. Mon véritable objectif en revenant était de te protéger. Je voulais te permettre de découvrir toi-même qui était réellement ta femme, mais je n'avais jamais trouvé l'occasion de te le dire clairement. En travaillant avec vous, je me suis habitué à cette vie. J'avais même mis des caméras et des micros dans la maison. C'est comme ça que j'ai récemment découvert leur plan. Ils avaient prévu aujourd'hui de te tendre une embuscade pour t'assassiner. J'ai placé le micro et le traceur dans la voiture après avoir entendu ta femme discuter avec son complice, ce faiblard que j'ai neutralisé avec ses hommes. Mais bizarrement, ils ont découvert les gadgets et je suis sûr que c'est eux qui l'ont aidé. Paul, abasourdi, se tourne vers sa femme. « Quoi? C'est vrai ça, Aïssatou? Tout ce qu'il raconte ?» Aïssatou baisse simplement la tête. Léo ajoute alors « Oui, monsieur Paul, c'est exactement ce que j'essayais de vous dire ce matin. Vous ne m'avez pas donné l'occasion de m'expliquer et vous m'avez livré à ces gens. Si j'avais été faible, je serais déjà mort au fond du fleuve.
Ce ne sont même pas de vrais agents. Ta femme t'a manipulé. Elle voulait juste ta mort pour récupérer ta richesse. Le monsieur que vous voyez là, c'est David, son amant. C'est lui qu'elle considère comme son vrai mari, pas toi. Peut-être que tu es trop vieux pour elle. Dans la vie, il faut savoir ce que vous faites. Vous avez une très belle femme, Mariama. Vous avez 2 enfants. Et vous avez choisi d'être avec une sorcière comme elle, risquant ainsi de perdre votre vie. Paul reste bouche bée. Léo conclut alors fermement « Je pense que j'ai fait mon travail. Maintenant, vous connaissez la vérité. Je crois que vous allez faire ce qu'il faut. » Paul réagit, encore troublé. « Ah oui, non, mais c'est pas croyable. En tout cas, tu vas aller à la police. Je vais appeler la police immédiatement. » Léo répond calmement. « Non, ce n'est pas la peine. C'est déjà fait. Ils sont en route. Ils vont arrêter ces 4 criminels là-bas. Ta femme aussi fait partie du groupe. » Paul hésite. « Mais comment sauront-ils qu'elle est complice? Ne t'en fais pas, j'ai toutes les preuves. Les enregistrements, tout ça. » Léo sort une clé USB de sa poche et la remet à Paul. « Voilà, donne-leur ça. Ils auront tout. Vidéo, appel, échange. Tout est dedans. » Paul le regarde intensément. « Mais toi, tu es qui réellement? Pourquoi tu as fait tout ça? Je voulais juste te protéger au début, mais tu as été gentil avec moi. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Et maintenant, c'est fait. » Léo se tourne alors pour s'en aller. Paul l'interpelle, surpris. « Mais là, tu vas où? »« Monsieur, je rentre chez moi. Je n'ai jamais été gardien. Je l'étais seulement pour toi. Et je ne suis ni pauvre ni malheureux comme je te l'ai fait croire. Tu as remarqué que je parle anglais, que je parle chinois. Tu comprends maintenant? » Paul acquiesce. « Ah oui, je vois maintenant. » Mariama intervient doucement, intriguée. « Attends, attends !» Léo sourit chaleureusement. « Ah, maman, comment allez-vous? L'enfant va bien? Oui, ça va. Mais le bracelet que tu m'avais donné... Ah oui, je me rappelle. Votre fille l'a aimé, non? Oui, mais on a des questions. » Soudain, Aïssatou tente de s'enfuir. Léo ordonne immédiatement. « Madame, ne bougez pas. Si vous bougez, je vais vous abattre. » Il attrape Aïssatou, l'attache près de ses complices et la fait asseoir. « Attendez ici. La police va gérer votre compte. » Puis, se tournant à nouveau vers Mariama. « Alors, maman, vous disiez quoi? » Mariama explique lentement l'histoire du bracelet de leur fils Isaac, disparu depuis 23 ans. Léo écoute attentivement puis répond catégoriquement. « Non, madame, vous vous trompez. Ce bracelet-là, c'est le mien depuis longtemps. Mes parents sont morts. Ce n'est qu'une coïncidence. » Paul et Mariama tentent d'insister, mais Léo tranche net. « Je suis désolé, ce n'est pas moi. Alors, vous me remettez le bracelet comme promis ou pas. Vous comprenez bien que je ne peux pas traîner. Je suis moi aussi un criminel, et on pourrait m'arrêter à tout moment. » Mariama se tourne vers Paul, qui lui fait signe d'obtempérer. Elle lui rend alors le bracelet malgré elle. Léo le récupère, satisfait, puis ajoute « Maintenant, donnez cette clé à la police. » Puis il s'éloigne vers les arbres. Quelques instants après, la police arrive. Paul leur remet la clé USB. Ils embarquent immédiatement Aïssatou et ses complices, promis désormais à la prison à vie. Mariama reste assise près du fleuve, pleurant doucement, consolée par Paul, tandis que Léo disparaît définitivement dans l'ombre, emportant avec lui ses secrets. Après les bouleversements du fleuve, Paul et Mariama quittèrent les lieux dans un silence ému. En rentrant chez Mariama, Paul sentit une profonde culpabilité monter en lui. Arrivé devant ses enfants, ses yeux s'humidifièrent, réalisant tout ce qu'il avait failli perdre. Ce soir-là, après avoir longuement demandé pardon à Mariama et aux enfants, Paul leur proposa de revenir vivre à la maison familiale. Mariama accepta avec émotion. Le lendemain, déterminé, Paul organisa lui-même leur retour dans leur ancienne demeure. Quant à Aïssatou, David et leurs complices, ils furent rapidement jugés. Paul, grâce à son influence, veilla personnellement à ce qu'il soit condamné à perpétuité. Quelques jours après, dans son appartement, Léo était assis pensivement, fixant son bracelet. Les paroles de Mariama hantaient son esprit. Serait-il vraiment Isaac, cet enfant perdu il y a 23 ans? La question le tourmenta si profondément qu'il décida d'aller voir celle qu'il considérait comme sa mère adoptive, maman Esther, la vieille dame qu'il avait recueillie à l'orphelinat. Face à elle, Léo, avec une sincérité bouleversante, raconta tout. Son passé de voleur, ses raisons de voler uniquement les puissants, et surtout les événements récents qu'il avait menés à sauver Paul, potentiellement son véritable père. La vieille dame écouta avec attention, puis leva lentement les yeux au ciel, en signe de gratitude. « Maman, pourquoi remercies-tu le ciel ?» interrogea Léo. « Parce que le moment que j'ai toujours espéré est enfin arrivé. Il y a certaines vérités que je t'ai cachées, mon fils. Maintenant, il est temps que tu rencontres ces personnes pour en avoir le cœur net. » Léo hésita, confiant qu'il prévoyait de partir en Chine pour éviter des ennuis judiciaires. Mais maman Esther insista doucement. «
Si tu me considères vraiment comme ta mère, emmène-moi voir ces gens. J'ai besoin de leur parler, mon fils. Il céda à sa requête. Lorsqu'ils arrivèrent chez Paul, ce fut la fille aînée qui leur ouvrit la porte. Léo fut soulagé de voir la famille réunie à nouveau. Paul et Mariama sortirent précipitamment en apprenant sa présence. Les retrouvailles furent émouvantes mais courtes, car maman Esther prit rapidement la parole. Elle leur expliqua brièvement comment, il y a 23 ans, un inconnu, visiblement troublé, lui avait signalé la présence d'un bébé abandonné près d'une poubelle. Lorsqu'elle trouva l'enfant, son apparence soignée l'avait tout de suite frappée. Ce bébé n'était clairement pas issu d'un milieu modeste. Autour de son cou, le fameux bracelet. Elle l'avait gardé précieusement avec une photo du bébé prise ce jour-là, espérant secrètement retrouver un jour ses vrais parents. Elle sortit alors la photo et la tendit à Mariama. À peine celle-ci l'avait-elle vue qu'elle éclata en sanglots. « Mon Dieu, c'est Isaac !» Mariama courut dans sa chambre et revint avec de vieilles photos de famille. La ressemblance était indéniable. Les mêmes traits, le même collier. Léo comprit alors pleinement l'ironie du destin. Il était entré dans cette maison pour voler, mais son instinct lui avait fait sauver celui qui était son père biologique. Submergé d'émotion, il se leva et prit Mariama dans ses bras. « Maman » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Paul, les yeux humides, les rejoignit dans cette étreinte, ainsi que leurs autres enfants et maman Esther. C'était enfin la réunion tant espérée. Quelques heures après ces retrouvailles bouleversantes, Léo prit finalement la parole. « Je suis heureux d'avoir enfin retrouvé mes racines. Mais à cause de mes erreurs passées, je dois partir quelque temps, loin d'ici. Je veux changer de vie, mais je dois d'abord me faire oublier. Je vais retourner en Chine pour 1 an. Ensuite, je reviendrai auprès de vous. » Mariama tenta de le retenir. « Mais tu ne peux pas rester avec nous dès maintenant ?»« Pas encore, maman. Mes anciens actes me rattraperaient. Je dois partir pour mieux revenir. Mais avant ça, laissez-moi renforcer votre sécurité pour ne plus jamais vivre ce que vous avez vécu. » Les jours suivants, Léo sécurisa entièrement la villa. Caméra intelligente, clôture électrique, système connecté qu'il pourrait contrôler à distance. Il demanda aussi à maman Esther d'y emménager définitivement, à la grande joie de toute la famille. Lorsque tout fut terminé, Léo embrassa ses parents et ses nouveaux frères et sœurs. Ému mais déterminé, il leur fit une promesse sincère. « Vous m'avez tellement manqué sans que je le sache. Je vous reviendrai vite, et cette fois pour toujours. » Puis, sans un regard en arrière, il disparut vers une nouvelle vie. C'est ainsi que se termina leur histoire, par une famille retrouvée et un homme changé à jamais, prêt à devenir ce qu'il avait toujours été destiné à être.